Mongo Betty, de l'arrivisme à l'aliénation. Peu de peuples se sont trouvés, comme nous autres d'Afrique dite francophone, dans une situation historique de dépendance, contraignant leurs créateurs à utiliser non seulement la langue, mais surtout l'appareil culturel d'une nation étrangère qui, de surcroît, les avait colonisés. Hors de Paris, dirait-on, point de salut. Pour être publié, l'écrivain africain francophone n'a d'autre ressource que d'envoyer son manuscrit, reproduit à X exemplaires, aux éditeurs français, qu'ils résident en Afrique ou en Europe. C'est déjà un déracinement. Si d'aventure il est accepté dans une maison d'édition, on orientera sa promotion, c'est-à-dire l'effort de diffusion de son ouvrage, non pas vers le lecteur africain qui, longtemps, n'exista pas, écrasé qu'il était par les dictatures, mais vers le public européen, français en particulier. Deuxième déracinement, cette fois métaphorique. Au troisième déracinement, c'est-à-dire lorsque, enfin publié, il faudra qu'il se plie au rituel des interviews, qu'il dise sa personnalité, se découvre, se déballe, l'écrivain francophone court grand risque de basculer dans le camp de ceux dont il recherche la faveur, souvent à tout prix. Il oublie alors qu'il est d'abord africain. Il se renie. Seule une expérience de militant politique peut sauver l'écrivain de cette trahison. Ni Ouologem ni Beyala n'étaient malheureusement des militants de l'Afrique. On peut évoquer en comparaison les Maghrébins, les Libanais, etc. Mais cela n'a strictement rien à voir avec notre cas. Bien que les écrivains francophones d'origine arabe, maghrébins, libanais, soient très nombreux et très appréciés en France, personne n'a jamais vu ni entendu un maghrébin faire un éloge servile de la langue française. Personne n'exige des écrivains francophones arabes qu'ils profèrent ces hyperboliques et courtisanesques déclarations d'amour linguistique en fait d'allégeance politique auquel un Senghor avait habitué l'univers. Au terme d'une carrière parisienne relativement brève, le Marocain Tahar Ben Jelloun reçut le prix Goncourt 87, sans jamais avoir été contraint à ces professions de foi humiliantes. À peine avait-il dû de temps en temps se lancer en public dans quelques envolées anti-américaines, cela caresse toujours le chauvinisme français dans le bon sens du poil. L'écrivain africain francophone, qui veut réussir, doit faire des déclarations du genre « Le français n'est pas une langue étrangère en Afrique », ce qui est un joli mensonge que dissipe un très bref séjour sur le terrain. Ou encore « Je dois tout à la culture française ». Autre joli mensonge, dont l'effet est surtout de couvrir de ridicule nos rastignacs noirs, qui s'en soucient comme d'une guigne dont tant ils sont fascinés par la perspective de la réussite bourgeoise française. Cette différence des attitudes répond surtout à la divergence des stratégies de la France à l'égard des pays du Maghreb et de l'Afrique noire. Si elle a renoncé à recoloniser les pays arabes, la France est décidée à poursuivre sa mainmise politique et économique sur l'Afrique noire dite francophone et à y façonner les esprits, fût-ce à coups de hache, pour les conditionner à les ajuster à cette stratégie. L'écrivain noir francophone est ainsi livré, pieds et poings liés, au néo-impérialisme de la France, à moins qu'il ne se révolte. Chacun sait, justement, quel rôle la France a assigné à sa langue dans sa stratégie de recolonisation de l'Afrique. En somme, on demande d'abord à un écrivain noir de se faire le harki, le tirailleur de cette croisade. Peu importe son talent. Peu de nos jeunes auteurs ont un sens de leur dignité assez fort pour résister à cet embrigadement au demeurant fort payant. Ni
Ouologhem, ni Beyala n'y ont résisté. Ils ont d'ailleurs été tout de suite récupérés par les dirigeants francophiles de leur pays d'origine et intégrés dans un système où ils servent de pions. En 68, quelques jours après son prix Renaudot, j'ai entendu Yambo Ouologhem approuver à l'antenne d'Europe 1 le coup d'État militaire, favorable à la France comme par hasard, par lequel Moussa Traoré évinça Modibo Keïta. Quand Beyala vient au Cameroun, elle ne manque pas de parader à la télévision de Paul Biya, le plus politiquement intolérante qui soit au monde. La plus politiquement intolérante qui soit au monde. Qu'ils le veuillent ou non, les jeunes auteurs sont peu à peu perçus en Afrique comme des serviteurs du néocolonialisme, et en France comme amis, c'est-à-dire des pions, de la France, puissance planétaire et fière de l'être. Quand on leur reproche leur engagement à droite, ils s'en défendent bien entendu, mais contre toute évidence, car c'est précisément là ce qui favorise leur accueil et leur ascension dans la classe littéraire à Paris. La droite est ravie de rencontrer enfin un Africain lettré et francophile. Entendez, favorable à la politique française en Afrique. Et va se faire un devoir de lui aplanir le chemin. La gauche, qui au demeurant ne peut moins faire, voit surtout dans le nouveau venu un homme ou une femme du tiers-monde avec qui l'on doit, fût-ce très mollement et très superficiellement, sympathiser par principe, même si ses attitudes et ses idées se ressentent encore du conflit des cultures qu'il est en train de vivre. C'est ainsi que, à gauche, on analyse généralement le conservatisme des intellectuels africains, ceux qu'on appelait à l'époque coloniale les évolués, un mot qui disait bien ce qu'il voulait dire. Quand Beyala, pour répliquer à ceux qui l'accusent de plagiat, dénonce un complot de la gauche, on voit bien qu'elle n'a rien compris, à moins que ce mauvais argument ne lui ait été soufflé par un mentor, de droite. À ma connaissance, les écrivains africains, politiquement à droite, tels Kamara Laye, Oyono, Ouagolem et récemment Beyala, n'ont jamais rencontré d'hostilité dans la presse française de gauche. Pour la raison que je viens d'exposer, mais aussi parce que la gauche n'a pas l'habitude, sauf peut-être dans Le Monde, à l'époque de Jacques Fauvet, d'examiner une œuvre littéraire à la loupe de l'engagement politique de son auteur, pratique qui est le pain quotidien de la droite, même après la fin de la guerre froide et l'effondrement de l'URSS. Il reste que la réussite littéraire à Paris est largement tributaire du pouvoir de la droite chauvine française, laquelle a toujours applaudi aux thèses fondatrices de la présence néocoloniale en Afrique. L'intermède du pouvoir socialiste n'a rien changé à cette vérité. La percée de Khalid Beyala, qui n'est pas seulement concrétisée par le Grand Prix de l'Académie française, mais s'est aussi manifestée par une vente de son roman sans précédent pour un auteur africain, frisant des records jusqu'à la bombe du plagiat, s'explique par la conjonction de cette réalité qu'on peut qualifier de sociologique et de la présence au pouvoir d'une droite néo-gaulliste attachée à sa manière à l'Afrique, à laquelle Beyala a su se rendre sympathique dès son arrivée en France.